À cet instant, les sons de la musique, le tintement des verres et les rires des gens semblèrent s'éloigner. Il ne resta que le bruit sourd de mon cœur brisé. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée juste devant eux. Je suppose que c'est la dernière goutte de fierté d'une épouse trop longtemps négligée qui m'a guidée. Mylène sursauta en me voyant et retira vivement sa main de sa poitrine, mais Victor ne lâcha pas sa taille. Il me regarda avec une irritation à peine dissimulée dans les yeux, comme si je n'étais pas sa femme, mais un obstacle agaçant au programme de la soirée. Je demandai très bas. « Victor, explique-moi. » Seulement 3 mots. Mais ma gorge était sèche, comme si j'avais avalé du sable. Il marqua une pause et répondit d'une voix basse et égale. « Elisabeth, ne fais pas de scène. C'est un jour important pour l'entreprise. » Un jour important pour l'entreprise. Cette phrase me fit sourire amèrement, mais mes yeux étaient déjà pleins de larmes brûlantes. Ces 5 dernières années, chaque jour de l'entreprise avait été plus important que moi. Quand ma mère était à l'hôpital, il disait « Je suis en réunion ». Quand j'étais clouée au lit, délirante de fièvre, il disait qu'il devait de toute urgence s'envoler pour Lyon pour rencontrer un investisseur. Quand j'ai découvert les messages nocturnes entre lui et Mylène, il m'a traité de paranoïaque. La vie commune sans confiance est trop épuisante. J'ai toléré cela de nombreuses fois. Je l'ai toléré au point de me sentir moi-même pitoyable. Mais les gens supportent les choses parce qu'ils aiment, pas parce que ça ne fait pas mal. Je levai la main et le giflai. Le son résonna au milieu de la salle de réception brillamment éclairée. Il n'était pas très fort, mais suffisant pour que la foule autour de nous se taise immédiatement. La tête de Victor bascula sur le côté. Une petite goutte de sang perla au coin de ses lèvres. Mylène porta la main à sa bouche. Des larmes apparurent instantanément dans ses yeux. D'une voix tremblante, elle s'écria « Victor !» Ce cri bas, mais empreint de dépendance, sonnait comme si c'était elle la principale victime ici. Les flashs des reporters commencèrent à crépiter sans interruption. Une lumière froide et blanche me frappa en plein visage. J'entendis quelqu'un murmurer derrière moi. « C'est la femme de Victor. » Pourquoi est-elle si instable? Les regards des inconnus blessent plus que les injures, car les gens, ne connaissant pas la vérité, sont prêts à croire la belle pièce de théâtre qu'on leur présente en premier. Victor essuya lentement le coin de ses lèvres. La première chose qu'il fit ne fut pas de me regarder, mais d'attirer Mylène contre lui, d'ôter sa veste de costume, de la poser sur ses épaules et de lui dire tendrement « N'aie pas peur, je suis là. » Il m'avait dit la même phrase. Cette nuit où l'entreprise était au bord de la faillite et où j'étais assise, blottie contre mon ordinateur portable, en pleurant, craignant qu'il ne s'effondre. Alors, il avait posé sa main sur ma tête et dit « Elisabeth, je suis là. » Il s'avère que la phrase ne change pas. Seule l'interlocutrice change, et le sens est bouleversé. Je me tenais devant eux. Ma main était encore engourdie de la gifle, mais la vraie douleur résidait dans la prise de conscience. Cet homme ne me considérait plus comme quelqu'un à protéger. Je regardais Victor droit dans les yeux, m'efforçant de ne pas laisser ma voix trembler. « Tu serres une autre femme dans tes bras sous les yeux de tous, et tu me dis de ne pas faire de scène? Victor, combien n'ai-je investi dans cette entreprise pendant ces 5 ans? Tu le sais mieux que quiconque. Tu veux utiliser la presse pour me ridiculiser? » Son visage se figea légèrement à la mention de mes investissements. Mylène se serra encore plus contre lui. Ses lèvres tremblaient, comme si elle craignait que je ne lui saute dessus. Victor regarda autour de lui. Il vit que les invités commençaient déjà à former un cercle et que les objectifs étaient braqués sur nous. Soudain, il soupira. Et sa voix s'adoucit à tel point que n'importe quel étranger aurait pensé qu'il supportait de toutes ses forces une épouse insupportable. Il dit « Je m'excuse auprès de tous. Ma femme traverse une période de grande tension psychologique ces derniers temps. Son état émotionnel est instable. Je lui ai demandé de suivre un traitement, mais elle refuse. Je suis désespéré. » D'une seule phrase, il transforma la gifle d'une épouse trahie en preuve de maladie mentale. Je balayais du regard les visages autour de moi. Quelqu'un regardait avec pitié, quelqu'un avec curiosité, et quelqu'un sortait précipitamment son téléphone pour filmer. La vie vous met parfois à genoux non pas avec un coup de poing, mais avec une étiquette que des inconnus vous collent sur le front. Je fis un pas en avant, voulant arracher un micro de la scène pour raconter la vérité à tout le monde, mais de nulle part apparurent 2 hommes en costume noir. L'un me barra la route, l'autre me saisit le poignet. Je me débattis en criant « Lâchez-moi! Victor, comment oses-tu me traiter ainsi ?» Il ne répondit pas tout de suite, tapota seulement légèrement l'épaule de Mylène et fit un signe de tête au garde du corps. « Faites-la sortir par l'entrée de service. Ne laissez pas les reporters l'énerver davantage. » Ses paroles semblaient attentionnées,
mais la poigne des gardes du corps sur mes bras n'augurait rien de bon. On me tira en arrière, mon talon s'accrocha au bord du tapis et je faillis tomber. Ma pochette glissa de mes mains. Sur le sol de marbre se répandirent un rouge à lèvres, des mouchoirs et une petite clé USB contenant la présentation d'un projet. Je me penchai pour la ramasser, mais le garde du corps me tira plus loin. Les flashs me poursuivaient par derrière. Les chuchotements des gens s'enfonçaient dans ma peau comme de fines aiguilles. J'essayais de jeter un dernier regard à Victor. Il se tenait toujours sous le lustre de cristal, une main sur l'épaule de Mylène, l'autre ajustant le col de sa chemise. L'alliance à son annulaire brillait d'un éclat mat. Triste de constater que la chose la plus brillante cette nuit-là n'était pas notre fidélité conjugale, mais l'éclat froid et métallique d'un objet qui avait perdu tout son sens. Lorsqu'on me poussa par la porte latérale, le courant d'air du couloir de service m'enveloppa le dos d'un froid glacial. L'odeur de détergent, de restes de cuisine et le cliquetis des chariots contre les murs transformèrent instantanément tout l'éclat de l'extérieur en une farce bon marché. La femme qui était entrée par la porte principale était jetée dehors par la sortie des poubelles et du personnel. Sur le parking derrière l'hôtel m'attendait un minivan noir. Près de la porte ouverte se tenait un homme en blouse blanche par-dessus sa chemise. Un badge d'une clinique psychiatrique privée pendait à sa poitrine. C'est seulement à ce moment-là que j'ai vraiment eu peur. Je me retournai brusquement, mais les gardes du corps me tenaient fermement les bras. Victor s'approcha très lentement. Sur sa joue, la marque rouge de ma gifle était toujours visible, mais son regard était terrifiant de calme. Je demandai d'une voix rauque. « Tu avais préparé la voiture et les gens à l'avance ?» Il me regarda, sans nier ni se justifier. Parfois, le silence est plus dur que n'importe quel aveu, car il prouve que tout a été calculé au millimètre près. Il ne restait plus qu'à attendre que je tombe moi-même dans le piège. J'essayais à nouveau de me débattre, mais comment une femme tremblante de douleur et d'humiliation pouvait-elle faire face à deux hommes? La porte de la voiture s'ouvrit, et une odeur de siège en cuir, mêlée de désinfectant, me monta au nez, me donnant la nausée. Victor s'approcha. Il posa une main sur mon épaule, comme pour me réconforter. Pour les étrangers, il restait un mari patient, s'inquiétant pour sa femme. Et seul moi entendis son murmure directement dans mon oreille. Chaque mot était si bas qu'il me glaçait jusqu'aux os. « Reste tranquille, tu y resteras quelques jours, et tu comprendras qui dirige vraiment ta vie. » Je me suis réveillée dans une chambre d'un blanc aveuglant. Ce n'était pas le blanc stérile d'un grand hôpital, mais une teinte mate et sans vie, comme si on avait délibérément effacé toute trace d'humanité de cet endroit. Un plafond bas. Dans un coin, une caméra de surveillance ronde, une fenêtre recouverte d'un film mat, et à l'extérieur, on devinait des barreaux en métal peints en blanc. Je me suis assise brusquement et une douleur a transpercé ma tête, comme si quelqu'un serrait mes tempes avec des tenailles de fer. Mon poignet gauche était orné d'un bleu. Visiblement, je m'étais trop débattue quand il m'avait traînée. Je ne portais plus ma robe crème. Elle avait été remplacée par un pyjama ample bleu clair avec l'inscription « Clinique de Bellevue » sur la poitrine. J'ai touché mon cou. Ma chaîne était là, mais ma pochette et mon téléphone avaient disparu. À mes pieds, je portais de larges sandales en caoutchouc qui me frottaient les talons. Dans le couloir, on entendait le roulement régulier des chariots médicaux. Toutes les quelques minutes, le bip électronique des serrures magnétiques retentissait. Ce son vous faisait rapidement prendre conscience d'une chose. Ici, où vous voulez aller, ce que vous voulez dire, ou qui vous voulez appeler ne dépend plus de vous. Je me suis levée, je suis allée à la porte et j'ai frappé fort. « Ouvrez! Je n'ai pas consenti à séjourner ici. J'exige un avocat. » La dernière phrase me brûla la gorge d'amertume. Une personne amenée ici de nuit, sans téléphone, sans papier, sans témoin. Demander un avocat ici était aussi insensé que d'attendre une pluie d'or du ciel. La porte s'est ouverte au bout d'environ 10 minutes. Un homme est entré. Un médecin d'une quarantaine d'années, soigneusement coiffé, portant de fines lunettes et une blouse blanche impeccablement repassée. Sur son badge, on pouvait lire « Dr Michel, spécialiste en chef ». Derrière lui se tenait une jeune infirmière avec un dossier médical bleu. Le docteur Michel s'est assis sur une chaise en face de moi. Sa voix était d'une douceur écœurante. « Elisabeth, veuillez vous calmer. Nous sommes ici pour vous aider à vous stabiliser. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas besoin de me stabiliser. Mon mari m'a amené ici illégalement. J'exige un téléphone pour appeler mes proches. Il ne fut nullement surpris. Il a simplement ouvert le dossier, a tourné quelques pages et a tapoté un papier avec un tampon rouge. Victor, votre époux légal, a déclaré que vous avez eu une crise d'agressivité hier soir. Vous avez attaqué une personne en public, représentant une menace pour vous-même et pour les autres.
La famille a insisté pour que la clinique vous assure une observation sécurisée pendant les premières 48 heures. Le mot famille a provoqué chez moi un rire hystérique. Quelle famille? L'homme qui enlace sa maîtresse, envoie des gardes du corps sur sa femme, et qui du jour au lendemain devient celui qui a le droit de signer des papiers en mon nom? Je lui ai arraché le dossier des mains, parcourant des yeux les lignes près, imprimées. Crise psychotique aiguë, délire paranoïaque de trahison, réactions émotionnelles incontrôlées. En dessous, sous la garantie, figurait la signature de Victor, et à côté, un rapport d'incident avec des phrases tout à fait logiques. Jalousie injustifiée de l'épouse. Soupçons répétés envers les employés. Des signes d'agressivité à la maison avaient déjà été observés. En lisant cela, mes mains se sont mises à trembler. Il s'avère que les gens n'ont pas besoin de vous battre à sang pour faire preuve de cruauté. Parfois, quelques lignes sur un papier et un tampon suffisent pour qu'une personne normale devienne une folle dont personne ne croira plus les paroles. J'ai jeté le dossier avec force sur la table, essayant d'empêcher ma voix de se briser. « Docteur Michel, s'il vous plaît, regardez-moi. Est-ce que je parle de manière incohérente? Est-ce que je me fais du mal? J'ai seulement giflé mon mari parce qu'il me trompait sous mes yeux. Si la douleur, la colère et les questions d'une femme trahie s'appellent une maladie, alors combien de gens normaux y a-t-il dans le monde? » La jeune infirmière a baissé les yeux. Ses doigts se sont crispés sur le bord de son carnet, mais le docteur Michel a seulement soupiré légèrement. Il a dit « Plus vous niez tout, plus il est évident que vos émotions sont pour l'instant instables. Nous ne tirons pas de conclusions hâtives. Ce n'est qu'une observation temporaire. » Je le regardais, comprenant que cette conversation n'était pas menée pour écouter mes explications. C'était juste une formalité pour prouver qu'ils avaient parlé avec la patiente. Quand il a été décidé de vous faire taire avec un diagnostic, votre clarté d'esprit est facilement enregistrée comme une résistance agressive. Ensuite, l'infirmière m'a demandé de remettre tous mes effets personnels restants. J'ai dit que les hommes de Victor avaient déjà pris mon téléphone et mon sac à main. Elle a seulement détourné le regard et m'a tendu un plateau en plastique. « Veuillez retirer votre bague, votre chaîne, vos barrettes, tout ce qui pourrait constituer un danger et le poser ici. La clinique les scellera et les conservera. » J'ai baissé les yeux sur mes mains, et c'est seulement maintenant que je me suis souvenu que mon alliance était toujours à mon annulaire. La nuit dernière, alors qu'on me traînait vers la voiture, je serrais si fort les poings que je ne l'avais pas remarqué. La bague n'était pas chère. Victor l'avait achetée il y a 5 ans, quand l'entreprise commençait à peine et que nous concions chaque euro. En la passant à mon doigt, il avait promis qu'à l'avenir, il m'en offrirait certainement une meilleure. Je pensais alors que le plus précieux n'était pas l'alliance, mais la promesse. Maintenant, je comprenais que certaines promesses vivent exactement aussi longtemps que vous êtes utile. Je ne voulais pas l'enlever, mais l'infirmière a répété les règles une 2e fois. Le docteur Michel observait en silence, comme si ma réaction était un autre point à ajouter à mon dossier médical. Je me suis mordu la lèvre et j'ai retiré la bague. Parce que j'avais perdu du poids ces derniers mois, elle était lâche et a glissé facilement, laissant une trace pâle sur ma peau. Je l'ai posée sur le plateau. Le tintement métallique contre le fond en plastique était faible, mais mon cœur s'est serré. Il y a des choses qui ne semblent pas lourdes tant que vous les portez sur vous, mais ce n'est qu'après les avoir enlevées que vous comprenez combien d'années de vie elles contenaient. L'infirmière m'a conduite dans le couloir pour des examens de base. Le couloir était long et froid. Des 2 côtés s'alignaient des portes avec de petites fenêtres en verre. Quelqu'un se tenait à une fenêtre, regardant dehors d'un air vide. Quelqu'un était assis par terre, marmonnant quelque chose dans sa barbe. Il y avait aussi des gens comme moi, douloureusement conscients, mais ne sachant pas à qui prouver leur normalité. J'ai demandé à l'infirmière son nom. Elle a hésité une seconde, puis a répondu très bas. « Je m'appelle Chloé. » Je me suis accrochée à cette possibilité et j'ai baissé la voix. « Chloé, je vous en supplie. Laissez-moi passer un seul appel, juste à mon avocat ou à mes parents. » Chloé a jeté un coup d'œil à la caméra dans le couloir et a serré les lèvres. « Je n'ai pas le droit, Elisabeth. Votre cas est marqué comme restriction des contacts pendant 48 heures. Victor, c'est, à dire votre famille, a ordonné d'éviter les stimuli extérieurs. La famille, quelle ironie de transformer la cruauté en quelque chose de décent. Je suis retournée dans ma chambre au petit matin. Dans la poche de mon pyjama se trouvait une feuille avec l'emploi du temps, les heures des repas, des médicaments, des examens. Tout était précisément écrit, sauf une chose, ma propre volonté. Je me suis assise au bord du lit, fixant la caméra sous le plafond, et me suis ordonné mentalement de ne pas détruire d'objets, de ne pas crier, de ne leur donner aucune raison d'ajouter de nouvelles entrées à mon dossier. Quand une personne tombe dans la boue et veut se relever,
Elle doit avant tout reprendre son souffle. Si elle cède à la panique, son entourage dira qu'elle était anormale depuis le début. Pour le déjeuner, une infirmière a apporté de la nourriture, une soupe insipide, quelques légumes bouillis et du poisson froid. Je n'arrivais pas à avaler une bouchée, mais je me suis forcée à manger quelques cuillères, sachant qu'un refus de manger se terminerait par une note dans mon dossier. Refus de s'alimenter. Après avoir mangé, j'ai demandé du papier et un stylo pour écrire ce qui s'était passé. Chloé a hésité, promettant de demander à ses supérieurs. Peu de temps après, les informations économiques ont été diffusées par le haut-parleur interne du couloir. J'ai entendu le nom de Victor, le nom de son entreprise et la voix écœurante de douceur du présentateur. Après un incident désagréable de nature privée lors du gala d'hier soir, le PDG de la société informatique Victor a confirmé que le projet La Famille Numérique, une plateforme de gestion intelligente du domicile pour les jeunes familles, sera lancé comme prévu. Je me suis levée d'un bond. La Famille Numérique. C'est moi qui avais inventé ce nom. Il était né un soir sombre, lorsque l'électricité avait été coupée dans notre vieil appartement de location en banlieue. Victor était assis à côté, mangeant des nouilles instantanées bon marché et rêvant d'un produit qui aiderait les familles ordinaires à gérer leurs finances, leur santé et l'éducation de leurs enfants. J'avais rédigé le premier concept, le document, corrigé chaque page de la présentation, me suis disputée avec le service technique pour préserver les fonctionnalités pour les femmes enceintes et les aidants. Mais sur l'écran de télévision, debout à côté de Victor pour la cérémonie d'inauguration, ce n'était pas moi. C'était Mylène, dans un tailleur pantalon blanc, avec un sourire délicat, plaçant sa main dans celle de mon mari, comme si c'était elle qui avait traversé avec lui les jours les plus difficiles. Je me suis précipitée vers la fenêtre grillagée de la porte, essayant d'apercevoir la télévision dans la salle commune. Victor à l'écran ajustait tendrement le micro de Mylène. Si délicatement, il y avait si longtemps que je ne l'avais pas vu comme ça. Un journaliste a posé une question sur sa femme, absente après le scandale. Il a soupiré. Ses yeux ont légèrement rougi. Je veux juste qu'elle reçoive un bon traitement. Quoi qu'il arrive, je suis responsable d'elle. Ces mots, je suis responsable d'elle, m'ont donné la nausée. L'homme qui m'a enfermé derrière des portes de fer, qui m'a pris mon téléphone, mon argent et mon droit à me défendre, se tient devant les caméras et parle de responsabilité. Les pires personnes dans la vie ne sont pas les méchants déclarés, mais ceux qui savent parler avec la voix des saints. Je suis retournée à mon lit, essayant de trouver dans ma mémoire ce qui pourrait encore me sauver, les mots de passe de ma messagerie professionnelle, les copies des statuts de la société, les brouillons des présentations sur mon ordinateur portable personnel, les noms des partenaires qui savaient que c'était moi qui dirigeais le projet. Je devais sortir d'ici, ou au moins laisser une trace prouvant ma santé mentale. Mais quand j'ai demandé à me connecter à ma messagerie professionnelle sur l'ordinateur du poste de l'infirmière, elle a secoué la tête. Le soir, Chloé, en m'apportant de l'eau, a murmuré. « Elisabeth, il semble que votre compte interne ait été bloqué. Aux informations, ils ont dit que Victor a commencé une restructuration de la direction. » Je l'ai regardé, sentant le verre dans mes mains devenir glacial. Victor ne m'avait pas seulement enfermé ici. Il m'effaçait de ma propre création. Sous prétexte d'aller aux toilettes, pour me cacher de la caméra, je suis restée longtemps assise sur la cuvette. Les gouttes d'eau du robinet tombaient dans le lavabo comme un compte à rebours. Je me suis demandé combien de signaux inquiétants j'avais ignorés pendant ces 5 ans, quand Victor me demandait de ne pas venir aux réunions, disant que les femmes dans l'informatique n'étaient pas prises au sérieux, quand il a transféré les droits d'auteur de l'idée à la société, assurant que ce n'était qu'une formalité administrative, quand Mylène l'appelait au milieu de la nuit et qu'il sortait sur le balcon pour chuchoter. Le piège ne s'était pas refermé en une nuit. Il avait été tissé, fil par fil, avec ma confiance et son calcul. Quand je suis revenue dans la chambre, le docteur Michel m'attendait déjà avec de nouveaux documents. Il a posé un stylo devant moi, parlant toujours avec la même douceur. « Elisabeth, ceci est un acte de consentement volontaire pour une observation de 48 heures. Veuillez signer pour que nous puissions clore les formalités. » Le mot « volontaire » m'est resté en travers de la gorge. Volontaire, c'est quand on vous traîne de force, on vous prend vos affaires, on ferme la porte à clé, puis on vous tend un stylo pour légaliser cette illégalité. J'ai repoussé le papier et j'ai dit lentement. « Je ne signerai pas. Si vous voulez écrire quelque chose, écrivez la vérité. » J'ai exigé de contacter un avocat et on me l'a refusé. Une ombre a traversé le regard de Michel. Pour la première fois depuis mon arrivée, une fissure est apparue sur son sourire affable. Il n'a pas insisté, s'est levé pour partir, mais juste avant la porte,
Il a jeté doucement. Élisabeth, une résistance excessive ne fera que prolonger votre période d'observation. La porte s'est refermée. La serrure magnétique a bipé. J'étais assise dans la chambre blanche, regardant le lit vissé au sol, le plateau vide où se trouvait autrefois mon alliance et l'œil rouge clignotant de la caméra. Soudain, un silence s'est fait dans mon âme. La peur était là, la douleur était là, mais au fond de tout cela, quelque chose d'autre commençait à germer. Pas une haine aveugle, mais une froide détermination à survivre assez longtemps pour tout remettre en ordre. Ce soir-là, la télévision dans la salle commune montrait à nouveau les informations économiques, le son filtré par l'interstice de la porte. J'ai entendu le présentateur mentionner à nouveau la famille numérique, parler de son potentiel d'investissement et de l'homme d'affaires Victor, qui, malgré une tragédie familiale, continue de travailler pour le bien de la société. Je me suis approchée de la porte et, par la fenêtre en verre, j'ai vu à l'écran Victor et Mylène couper le ruban sur fond du logo bleu que j'avais moi-même dessiné pendant 3 nuits, en choisissant chaque détail. Mylène penchait la tête et souriait, et Victor lui chuchotait quelque chose de tendre. Sous la lumière des projecteurs, il ressemblait au couple marié idéal. Et moi, sa propre femme, enfermée derrière une porte, sans téléphone, sans papier, sans alliance, et même sans mon propre nom dans le projet que j'avais moi-même créé. La deuxième nuit à la clinique de Bellevue, j'ai compris pourquoi les gens deviennent fous dans les chambres blanches. Cette couleur ne semblait plus pure. C'était la couleur d'une feuille de papier vierge, sur laquelle celui qui a le pouvoir peut écrire votre destin. Les pas des infirmières dans le couloir, le bip des serrures. J'étais allongée sur le côté, regardant la petite lumière rouge de la caméra. On m'avait dit de me reposer. Mais dès que je fermais les yeux, je voyais Victor sur scène avec Mylène. Vers 21 heures, Chloé est entrée avec un petit plateau de médicaments. Elle m'a regardé rapidement, a pris une note dans son registre et a dit doucement « Prenez ce comprimé, c'est juste un léger somnifère. » En regardant le comprimé blanc dans le gobelet en plastique, ma bouche est devenue sèche. Si je ne le prends pas, demain, une note apparaîtra dans mon dossier. Refus de traitement. Et si je le prends et que je m'endors d'un sommeil de plomb, alors quoi? Si Victor, pendant que je suis inconsciente, me force à signer autre chose ou m'attribue quelque chose qui n'a pas eu lieu. J'ai pris le verre d'eau, j'ai porté le comprimé à ma bouche, mais avec ma langue, je l'ai adroitement glissé sous ma lèvre inférieure et j'ai avalé l'eau. Elle avait un goût fade, et mon cœur battait la chamade, comme si je commettais un crime. Chloé m'a observé pendant quelques secondes. Peut-être a-t-elle tout remarqué, mais elle n'a rien dit. En reprenant le plateau, elle a lancé « Si vous vous sentez mal, appuyez sur le bouton. Mais cette nuit, ne frappez pas à la porte. La caméra fonctionne. Tout sera consigné dans le rapport. » Dès que la porte s'est refermée, je suis restée assise immobile un long moment avant d'oser cracher le comprimé dans un mouchoir et de l'enfoncer tout au fond de la poubelle. Je ne savais pas si cela aiderait, mais dans une situation où on m'avait tout pris, même le droit de décider d'avaler ou non un comprimé me permettait de me sentir humaine. Parfois, on n'a pas besoin d'une grande victoire. Il suffit de préserver une goutte de clarté d'esprit, et c'est déjà plus précieux que l'or. Vers minuit, l'effet de ce qui avait eu le temps de se dissoudre m'a donné de légers vertiges. Mon corps est devenu mou. Dans ce demi-sommeil, la porte s'est ouverte et des infirmières ont fait entrer une vieille dame aux cheveux gris, l'asseyant sur le lit libre près de la fenêtre. Je les ai entendues l'appeler Anne Moreau. Elle était maigre, légèrement voûtée, et serrait fort contre elle un vieux sac en toile d'où dépassaient des cahiers et un magazine financier usé. Une infirmière a expliqué qu'il réparait la climatisation dans la chambre de la vieille dame. Alors elle passerait la nuit ici. Quand les infirmières sont parties, Anne Moreau s'est tournée vers moi et a demandé d'une voix rauque « C'est vous, Élisabeth, n'est-ce pas ?» J'ai sursauté et je me suis assise, éclairée par la faible lumière de la veilleuse. Entendre mon vrai nom ici, sans lien avec un diagnostic ou un numéro de chambre, m'a serré la gorge. « Oui, c'est moi, Élisabeth. » Anne Moreau m'a regardée et a montré le magazine dans son sac. « Pendant la journée, je t'ai vue aux informations. Ils ont dit que tu étais folle, mais tes yeux ne ressemblent pas à ceux d'une folle. Une personne injustement accusée regarde toujours la porte, pas le mur. Je ne sais pas pourquoi, mais après ces mots, des larmes ont coulé sur mes joues. Depuis mon enlèvement, tout le monde m'avait parlé sur un ton condescendant. Calmez-vous, coopérez, ne résistez pas. Personne n'avait demandé ce qui s'était vraiment passé. Je me suis retournée pour essuyer mes larmes, ne voulant pas montrer de faiblesse, mais Anne Moreau a sorti le magazine et l'a posé sur le bord de mon lit. Sur la couverture, il y avait un homme en costume sombre sur fond de la maquette d'un technoparc,
et le titre parlait d'un fonds d'investissement prospère. J'ai jeté un coup d'œil et je me suis figé. Le nom sur la couverture a plongé dans les abîmes de ma mémoire comme une pierre lourde. Romain. Je ne l'avais pas vu depuis 10 ans. Dans ma mémoire, Romain n'était pas cet homme à la montre chère et au regard froid. À l'époque, il était juste un étudiant pauvre de l'école polytechnique, grand et mince, toujours dans une veste délavée, avec un sac à dos usé et des baskets élimées. Nous nous étions rencontrés pour la première fois à la cafétéria de l'université. Il était resté longtemps à la caisse, comptant la monnaie dans sa main, puis s'était retourné en silence. Ce jour-là, j'avais reçu de l'argent pour un petit boulot. Ce n'était pas beaucoup, mais en voyant que tout son déjeuner était un morceau de pain rassis, mon cœur s'est serré. Les jeunes et les pauvres ont surtout peur non pas de la faim, mais que quelqu'un voie leur misère. J'ai posé ma carte de cafétéria sur la table devant lui et j'ai maladroitement menti. J'ai accidentellement crédité trop d'argent. Je ne le dépenserai pas avant la fin du mois. Utilise-la, et après tu m'aideras juste à réparer mon ordinateur portable. Romain m'a longtemps regardé d'un air suspicieux et honteux. Il n'a pas pris la carte tout de suite. Il a seulement demandé « Tu as pitié de moi ?» J'ai secoué la tête. Non, c'est un investissement. Quand tu deviendras un grand programmeur, je pourrai utiliser tes relations. Ces mots firent tressaillir les coins de ses lèvres en quelque chose qui ressemblait à un sourire. Finalement, il prit la carte et la rangea soigneusement dans un vieux cahier. À partir de ce jour, chaque matin, un verre de thé sucré apparaissait sur mon bureau, parfois un pain au chocolat chaud ou un mot me demandant de ne pas veiller trop tard. Un jour, la gérante de la cafétéria a remarqué que beaucoup de portions étaient débitées de ma carte et a soupçonné que le garçon l'avait volée. On m'a convoqué au bureau du doyen. Des curieux se sont rassemblés, attendant un scandale. Je n'ai même pas eu le temps de m'expliquer que Romain s'est avancé et a pris la faute sur lui. Il a dit qu'il avait trouvé la carte et l'avait utilisée parce qu'il avait faim, et que je n'avais rien à voir avec ça. Je l'ai regardé, choqué, en colère et blessé à la fois. Plus tard, quand je lui ai demandé pourquoi il avait menti, il a regardé les lacets de ses baskets et a répondu très bas. « S'ils avaient su que tu m'avais donné la carte, ils auraient dit que tu avais pitié de moi et que je profitais de toi. Je suis vraiment pauvre, mais je ne voulais pas t'entraîner dans des commérages. Cette année-là, un homme si pauvre qu'il devait économiser sur chaque morceau de pain a essayé de toutes ses forces de préserver ma dignité. Et maintenant, le mari avec qui je m'étais tenue devant l'hôtel avait vendu mon honneur pour une opération de relations publiques. Anne Moreau, après avoir écouté mon histoire confuse, soupira. Elle passa un doigt sec sur la photo de Romain. Cet homme est très connu maintenant. Les infirmières regardent souvent les informations économiques. Ils disent qu'il investit d'énormes sommes d'argent dans diverses entreprises. Tu le connais vraiment ? Je regardais le visage sur la couverture, si lointain et pourtant si familier. Le regard était devenu plus profond et plus froid, mais quelque part se cachait encore cet étudiant qui demandait timidement si je voulais du sucre dans mon thé. Je souris amèrement. Je doute qu'il se souvienne de moi, Madame Moreau. Il est au sommet maintenant, et moi je suis ici. Une amertume non feinte résonnait dans ma voix. Quand vous tombez au fond du trou, le souvenir de la bonté de quelqu'un blesse plus que la cruauté. Parce qu'il vous rappelle qu'un jour, on vous a traité humainement. Anne Moreau resta longtemps silencieuse, puis ramena lentement son sac en toile contre sa poitrine. Dans le couloir, les pas d'une infirmière se rapprochèrent et se turent. La caméra sous le plafond tourna légèrement, son voyant rouge clignotant. Soudain, la vieille dame se mit à tousser, se pliant en deux, comme si elle manquait d'air. Instinctivement, je me précipitai vers elle, lui tapotant le dos. À ce moment, sa main ridée se glissa sous ma couette et plaça adroitement un petit objet froid dans ma paume. J'ai failli crier en sentant un vieux téléphone Nokia à touche. Anne Moreau serra légèrement mon poignet, continuant de simuler la toux, et murmura à peine audiblement « Chloé me l'a glissé il y a 1 heure. Elle a dit que ton ami de l'extérieur a trouvé un moyen de te contacter. Ne l'ouvre pas ici. Va aux toilettes. Tu as un message. » Je restais figée, stupéfaite, essayant de comprendre de qui, comment il était arrivé jusqu'à elle, mais la serrure de la porte bipa déjà. Chloé entra, regarda Anne Moreau, puis moi, et une tension traversa son regard. Je cachai immédiatement ma main sous l'oreiller. Chloé posa une nouvelle carafe d'eau et dit, comme si de rien n'était, « Ce soir, la caméra ici couvre une partie des toilettes à cause d'une panne. On ne sait pas quand ils répareront. Veuillez vous recoucher. » Ces mots firent battre mon cœur à tout rompre. Je regardai Chloé, mais elle détourna les yeux, ajusta la couverture de la vieille dame et sortit. La porte se referma. Je me suis allongée,
tirant la couette jusqu'au menton, serrant le vieux téléphone si fort que les bords en plastique s'enfonçaient dans ma peau. J'ai dû attendre près de 20 minutes que tous les bruits se taisent dans le couloir avant de me lever prudemment et de me diriger à pas lents vers la salle de bain. La lumière blanche vacillait, des gouttes d'eau brillaient sur le lavabo, et le miroir reflétait un visage pâle aux yeux rougis, dans lesquels, cependant, il n'y avait plus de désespoir absolu. J'ai fermé la porte, je me suis assise dans l'angle mort dont Chloé m'avait averti, et j'ai allumé le téléphone. L'écran s'est illuminé, affichant une barre de batterie et une icône de message. À cet instant, j'ai eu peur de l'ouvrir. Peur que ce soit un piège de Victor, qu'il m'ait délibérément glissé le téléphone pour m'accuser de violation du règlement. Mais en me souvenant du regard d'Anne Moreau, des allusions de Chloé et du magazine avec le visage de Romain, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur le bouton. Sur l'écran est apparu un message d'un numéro inconnu. Juste quelques mots. N'aie pas peur. On se voit demain. Je lisais ces mots en boucle, jusqu'à ce que mes yeux s'emplissent de larmes. N'aie pas peur, on se voit demain. Un court message, sans signature, sans grande promesse, mais grâce à lui, mon dos ne semblait plus aussi glacial. Dans la petite salle de bain qui sentait le chlore, je serrais ce vieux téléphone à deux mains comme une allumette allumée dans une nuit d'orage. Je n'osais pas pleurer à voix haute. Je laissais seulement les larmes tomber sur le dos de ma main. Depuis qu'on m'avait emmenée, tout le monde me répétait de me calmer. Mais seul ce message m'a vraiment donné la force de tenir jusqu'au matin. Soudain, le téléphone a vibré. J'ai sursauté, manquant de le laisser tomber, et je l'ai rapidement pressé contre ma poitrine pour étouffer le son. Un appel entrant s'affichait à l'écran. J'ai hésité une seconde, puis j'ai décroché. De l'autre côté, on entendait le bruit du vent et le vrombissement d'un moteur puissant, puis une voix d'homme, plus basse et plus rauque que dans mes souvenirs, a retenti. « Elisabeth !» Un seul mot a suffi pour que je comprenne. C'était Romain. Il y a des gens qu'on croit avoir oubliés, mais il suffit qu'ils parlent pour que les années reculent, révélant la chaleur du passé. Ma gorge s'est nouée, et j'ai eu du mal à articuler. Romain a fait une pause, puis a commencé à parler lentement. « C'est moi. Écoute attentivement. D'ici demain matin, ne signe rien. Ne prends aucun médicament s'il n'y a pas de témoin. Ne te dispute pas avec les médecins. Ne frappe pas aux portes. Plus tu seras calme, plus il leur sera difficile de falsifier la vérité. » J'ai couvert ma bouche avec ma main pour retenir un sanglot. Il ne m'a pas demandé comment j'allais, n'a pas prononcé de mots de pitié. Il a clairement défini les étapes de ma défense. Et c'est justement cette froideur qui m'a calmée. L'homme qui, autrefois, mourait de faim à la caisse, comprenait encore que maintenant, ce n'était pas de réconfort dont j'avais besoin, mais d'une issue. J'ai murmuré. « Comment savais-tu que j'étais ici ?» Un bruissement de papier de l'autre côté, puis sa voix. « J'étais à ce gala, assis dans un coin reculé de la salle. J'ai vu la sécurité te traîner vers la sortie de service, et j'ai demandé à mes hommes de suivre la voiture. Victor t'a placé ici sur des papiers signés par Michel. Ce n'est que ce soir que j'ai obtenu les extraits et une partie des enregistrements des caméras extérieures. Mon avocat travaille maintenant avec les gens de l'agence de sécurité. Je viendrai demain matin. » En entendant les noms de Victor et Michel, j'ai serré plus fort le téléphone. Je ne m'étais donc pas trompée. Ce n'était pas une explosion de colère après une gifle, mais une cage préparée à l'avance. J'ai demandé « Il veut me prendre mes actions ?» Romain n'a pas répondu tout de suite. Son silence a confirmé que ma question visait juste. Ne reste pas là longtemps. L'angle mort n'est peu, être pas sûr. Cache le téléphone là où Anne Moreau t'a dit. Demain matin, quand tu entendras le bruit des voitures, sors dans le hall. Je m'occupe du reste. L'appel a été coupé. Je suis restée assise encore quelques minutes, puis j'ai ouvert le couvercle de la chasse d'eau. À l'intérieur, dans un coin sec, était collé un petit sachet en plastique vide. Visiblement, Chloé l'avait préparé à l'avance pour que l'électronique ne soit pas mouillée. J'y ai caché le téléphone, je me suis rapidement lavé le visage et je suis retournée dans mon lit. La vieille dame était allongée, les yeux fermés. Mais quand je suis passée à côté, sa main sous la couette a légèrement bougé. J'ai compris qu'elle demandait si tout allait bien. En silence, j'ai touché le bord de sa couette en signe de gratitude. Dans la vie, il y a des dettes dont on ne crie pas le nom. Un vieux téléphone, un angle mort de caméra, un murmure discret. Parfois, cela suffit pour tirer quelqu'un du bord du gouffre. Pendant que j'essayais, hébétée, de m'endormir, ailleurs, Victor ne fermait probablement pas l'œil. Plus tard, en consultant les documents fournis par Romain, j'ai appris que cette nuit-là, Victor était resté jusqu'au matin dans la salle de conférence de son entreprise, au dernier étage de la tour First. Sur la table,
Du café refroidissait. Des projets de contrats d'investissement, des brouillons de modification de la composition de l'actionnariat et un papier avec l'entête « Demande d'expertise psychiatrique judiciaire ». Son avocat, un homme dur du nom de Laurent, a souligné quelques lignes et a dit « Pour limiter ses droits sur les actions, il nous faut du temps. Pour l'instant, nous pouvons seulement bloquer son accès au système de l'entreprise, retenir les documents et prouver qu'elle est incapable de gérer. » Victor s'est adossé à sa chaise, se massant les tempes. Il n'y avait plus en lui ni l'image du mari affligé des journaux télévisés, ni la tendresse avec laquelle il serrait Mylène. Sur son visage ne se lisait que la fatigue et le calcul. Mylène était assise à côté, tapotant ses faux ongles sur un verre. « Et si elle sort de là et fait un scandale ? N'oublie pas que les reporters l'ont filmée en train de me frapper, » répondit froidement Victor. « Tant que l'opinion publique la considère comme une hystérique, nous avons l'avantage. » Mylène croisa les bras sur sa poitrine. « Tu oublies qu'elle n'est pas stupide. Elle a les originaux des documents concernant le projet La famille numérique. Si elle contacte les partenaires, les investissements tomberont à l'eau. » Elle se tut, remuant son café, et ajouta d'un ton bas et venimeux. « Alors il faut convaincre tout le monde qu'elle a vraiment des problèmes. Une femme normale ne frappe pas son mari devant 500 invités. Une femme normale ne signalera pas le vol d'une idée si elle n'a pas de preuves. » Ces mots, plus tard consignés dans un procès-verbal, m'ont glacé le sang. Mylène n'était pas seulement entrée dans mon mariage. Elle savait que j'étais la femme. Elle savait que le projet était le mien. Elle savait que l'avis psychiatrique était faux. Mais pour une place aux côtés d'un homme riche, elle était prête à piétiner la vie d'une autre. Victor a signé quelques documents de plus, y compris une demande à la clinique de restreindre mes contacts pour 24 heures supplémentaires. Il est resté longtemps silencieux, puis a dit « Qu'elle reste là encore quelques jours. Quand les médias se seront habitués à son image de folle, qu'elle signe ou non, nous réglerons tout. » L'homme qui avait mangé des sandwichs avec moi dans un appartement bon marché et disait que cette entreprise était le fruit de notre sueur commune, était maintenant assis sous la lumière de lampes coûteuses et planifiait de me transformer en une ombre silencieuse. Vers 3 heures du matin, j'ai été réveillée par une dispute étouffée dans le couloir. Chloé disait à un aide-soignant qu'une commission viendrait le matin pour vérifier l'équipement et qu'il fallait nettoyer le service avant 6 heures. Il grommelait. Un cas difficile, et ils nous sortent des inspections. Chloé a répondu d'une voix égale. Raison de plus pour respecter le règlement. J'étais allongée, les yeux ouverts. Les mots « respecter le règlement » de la bouche de Chloé sonnaient comme un signal. Romain avait dit qu'il viendrait le matin. Chloé commençait à parler d'une inspection. De petites coïncidences s'assemblaient en une voix de salut claire. Je ne me suis plus endormie. Anne Moreau ne dormait pas non plus. Elle s'est tournée vers moi et a demandé à peine audiblement « Ils vont vraiment venir ?» J'ai regardé la caméra et j'ai répondu seulement avec les lèvres. « Oui ?» Elle a souri chaleureusement, mais avec fatigue. « C'est bien. Quand tu sortiras, souviens-toi, ne pense pas seulement à la vengeance. D'abord, tiens-toi fermement sur tes jambes. Seul celui qui a survécu peut exiger justice. » Ces mots m'ont serré le cœur. Une femme complètement étrangère, avec qui j'avais passé moins d'une journée, a dit ce que les proches auraient dû dire. La vie est parfois ainsi faite. Les proches vous poussent dans le gouffre et des inconnus vous tendent la main. Vers 5 heures du matin, le ciel gris derrière la fenêtre a commencé à s'éclaircir. L'agitation a commencé dans la clinique. Chloé est entrée pour me prendre l'attention. En se penchant avec le brassard, elle a rapidement murmuré. « Le matin, si l'agitation commence, va par le couloir principal vers la sortie. Ne cours pas, ne résiste pas. S'il te demande, dis « J'exige un avocat. » Je la regardais, la gorge nouée. Chloé n'a pas attendu de remerciements. Elle a simplement noté les chiffres et est sortie. Je savais qu'elle avait peur. Une simple infirmière ne peut pas aller contre le système, mais elle m'avait laissé une petite porte de sortie. Les bonnes personnes ne peuvent pas toujours accomplir de grands exploits, mais si elles ne détournent simplement pas le regard, le monde devient un peu plus chaleureux. J'ai sorti le téléphone de la chasse d'eau. La batterie affichait une barre. Pas de nouveaux appels. J'allais l'éteindre quand soudain, un bruit étrange est venu de l'extérieur. Au début, cela ressemblait à un grondement lointain, bien qu'il ne pleuve pas. Puis le son a augmenté, se transformant en un rugissement puissant de moteur grimpant la colline jusqu'à la clinique. Je me suis précipitée vers la fenêtre mate, j'ai frotté une petite tache avec ma manche. À travers le verre trouble et les barreaux, j'ai vu une file de lumière vive serpenter sur la route sinueuse, coupant le brouillard matinal comme des flèches de feu. La panique a éclaté dans le service. Quelqu'un a crié.
Des portes ont claqué. Les aides-soignants ont commencé à courir. Les talkie-walkie ont crépité, s'interrompant les uns les autres. Mon cœur battait si fort que mes oreilles se sont bouchées. Je me suis souvenu de l'ordre de Romain. Quand tu entendras le bruit des voitures, sors dans le hall. Mais la porte était fermée. J'ai frappé à la porte 3 fois, pas aussi furieusement qu'avant, en essayant de garder ma voix calme. Je dois descendre. J'exige un avocat. C'était mon seul mantra salvateur. Bientôt, la serrure a bipé. Chloé a ouvert la porte. Son visage était blême, ses cheveux collés à son front, mais son regard était clair. Elle n'a pas regardé mes mains, a seulement lancé rapidement. « Suivez-moi. » Lentement, ne courez pas. Les caméras fonctionnent. Anne Moreau s'est redressée sur son lit. Je me suis retournée vers elle. Elle a seulement hoché la tête de manière à peine perceptible, comme un adulte accompagnant un enfant hors de l'épicentre d'une tempête. À ce moment, j'ai compris que certaines personnes apparaissent dans nos vies pour un court instant, mais leurs mains tendues restent gravées dans la mémoire pour toujours. Le couloir était inondé d'une lumière blanche et vive. L'odeur de chlore piquait le nez. Plusieurs portes se sont ouvertes. Des visages effrayés de patients en sont sortis, que les aides-soignants ont immédiatement repoussés à l'intérieur. Le rugissement des moteurs à l'extérieur s'est intensifié au point que le sol sous mes pieds tremblait légèrement. En passant devant la salle commune, j'ai vu que la télévision diffusait toujours les informations économiques, mais personne n'y prêtait attention. Des gardes de sécurité couraient vers les escaliers, quelqu'un parlait dans une radio, me jetant des regards perplexes. Selon leurs documents, j'étais une patiente avec des contacts restreints, mais maintenant, le bruit derrière la fenêtre s'est avéré plus fort que n'importe quelle directive sur papier. Je suis descendue dans le hall et, à travers les immenses portes vitrées, j'ai vu une scène que je n'oublierai jamais. Devant le portail de la clinique de Bellevue s'était formée une colonne compacte de voitures blindées noires, des SUV et des limousines blindées noires aux vitres teintées. Une flotte d'un monde auquel je n'avais pas accès. Derrière eux se trouvaient 2 minibus noirs. L'un pour l'équipe d'avocats, l'autre avec le logo d'une agence de presse indépendante. Cette clinique, dans la banlieue de Paris, n'entendait habituellement que le chant des oiseaux et de rares camions. Et maintenant, en un matin, tout le silence avec lequel ils avaient essayé de m'étouffer a été déchiré par le rugissement des moteurs. Le portail était fermé. L'administrateur principal, en chemise blanche, est sorti en courant, criant « Vous êtes ici sans rendez-vous. C'est un établissement médical. Le silence est nécessaire. Veuillez partir immédiatement. » Mais l'homme qui est sorti de la première voiture l'a écouté en silence. Il portait un costume classique sombre, sans faste inutile. Le vent du matin ébouriffait légèrement ses cheveux. Sur la couverture du magazine, Romain m'avait semblé étranger, mais quand il a levé les yeux vers le hall vitré, il était de nouveau cet étudiant de l'école polytechnique de mes souvenirs, qui me regardait avec gratitude et fierté. La seule différence était que maintenant, il se tenait devant une foule de gens, démontrant un calme absolu qui mettait en panique ceux qui cachaient un crime. L'avocat Pierre, marchant à côté de Romain juste devant le portail, a ouvert son dossier. Sa voix n'était pas forte, mais à travers les interstices des portes, j'entendais chaque mot. Nous sommes les représentants légaux de Madame Elisabeth, agissant sur la base d'une procuration urgente par témoin. Votre clinique retient une femme majeure, en pleine possession de ses capacités juridiques, dans des conditions d'isolement, confisque ses documents personnels et n'est pas en mesure de présenter une décision des autorités compétentes. J'exige l'ouverture immédiate du portail et l'accès des avocats à leur mandante. L'administrateur, embarrassé, a regardé à l'intérieur. Un garde de sécurité a tenté d'intervenir, mais Romain a porté son regard sur la caméra extérieure et a dit d'une voix basse « J'ai conservé tous les enregistrements de la façon dont vous l'avez admise hier soir. Vous voulez parler ici, ou devons-nous les envoyer directement au procureur ?» Chaque portail semble imprenable tant qu'il repose sur la peur des gens enfermés à l'intérieur. Quand ceux de l'extérieur cessent d'avoir peur, les serrures s'effritent. Le portail métallique s'est ouvert. Le groupe est entré dans le hall sans cri ni agitation, mais leur pression a fait se figer le personnel. De la gauche est apparu le docteur Michel, sa blouse déboutonnée. Sur son visage, une tentative de conserver une mine professionnelle. Il m'a regardé, puis Romain. La patiente est sous observation. Un tel stress est incompatible avec le processus de traitement. J'ai serré les bords de mon pyjama ample. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, l'avocat Pierre a jeté une copie des documents sur le comptoir. Si vous appelez ma cliente une patiente, veuillez présenter les bases légales de sa détention forcée et de la privation de contact. S'il s'agit d'une observation temporaire,
Madame Elisabeth a le droit de quitter la clinique immédiatement. Michel s'est tu. Une pause d'1 seconde a suffi pour que tout le monde comprenne. Il n'a pas les papiers nécessaires. Je me tenais à quelques pas de Romain, dans un immense pyjama d'hôpital, les cheveux en désordre, la bouche sèche et des bleus aux poignets. Auparavant, j'aurais pensé que je mourrais de honte s'il me voyait comme ça, mais il n'y avait pas de pitié dans ses yeux. Il m'a seulement observé attentivement, s'assurant que je tenais sur mes jambes, et a demandé « Tu veux sortir d'ici ?» Cette question a résonné si simplement qu'une boule s'est formée dans ma gorge. Pendant 2 jours, d'autres personnes avaient tout décidé pour moi. Suis-je malade? Puis-je téléphoner? Ai-je le droit de porter mon alliance? Et lui seul a demandé ce que je voulais, moi. J'ai hoché la tête. Ma gorge était si serrée que je pouvais à peine émettre un son. Romain a regardé l'avocat. Pierre a immédiatement exigé la rédaction d'un protocole de restitution des effets personnels, avec mention de mon état de santé et la liste des témoins. Michel a tenté de résister, invoquant la sécurité. Mais cette fois, j'ai levé la tête et je l'ai regardé fermement dans les yeux, articulant chaque mot. J'exige que soit consigné au protocole que mon séjour ici n'était pas volontaire. On m'a refusé à plusieurs reprises le contact avec un avocat, et je n'accepterai aucun diagnostic sans expertise indépendante. Le visage du médecin a changé. Une infirmière a apporté un sac transparent scellé. À l'intérieur se trouvaient mon passeport, mon portefeuille, mon téléphone déchargé, mes barrettes et mon alliance. J'ai regardé la trace pâle sur mon annulaire, puis j'ai remis l'alliance dans le sac. Je ne l'ai pas remise. Chloé, debout à côté, m'a discrètement glissé un bout de papier avec son numéro et son planning. Je témoignerai, y était-il écrit. J'ai serré le papier, suffoquant d'émotion. Avant de partir, je me suis arrêtée. À mon poignet se trouvait encore le bracelet en plastique avec le code-barre de la clinique. En silence, je l'ai arraché, laissant une strie rouge sur ma peau, et je l'ai jeté sur le comptoir de la réception, à côté du protocole signé. Il n'y eut ni hystérie, ni cri, juste le bruit du plastique sur la table, mais pour moi, c'était le son de la première serrure brisée de ma cage. Romain a enlevé sa veste et l'a posée sur mes épaules. Le tissu sentait le propre, la chaleur et le vent du matin. J'avais une envie folle de pleurer, mais je me suis seulement enveloppée plus fort dans les pans de la veste, et je suis sortie par les portes vitrées. Dehors, le brouillard persistait. Les feux rouges des voitures stationnaient devant la cour. Quelques reporters prenaient des plans généraux, mais Pierre s'était assuré que mon visage ne soit pas visible de près. Romain m'a ouvert la portière de la voiture. Avant que je ne m'assoie, il m'a mis une épaisse enveloppe brune dans les mains. « Ce n'est que le début, » a-t-il dit. Les enregistrements des caméras, les relevés des virements pour Michel, les faits des rencontres de Victor avec la direction de la clinique avant le gala. Ce n'est pas assez pour les faire condamner, mais c'est suffisant pour que plus personne n'ose te traiter de folle. J'ai pressé l'enveloppe contre ma poitrine. Pour la première fois en 2 jours, j'avais un morceau de vérité entre les mains. La voiture a franchi le portail. Je ne savais pas qui le docteur Michel appelait en panique. Je ne savais pas à quelle vitesse les enregistrements du convoi se répandraient. Je ne savais qu'une chose. En me retournant vers le bâtiment blanc à flanc de colline, je laissais derrière moi l'endroit où on avait tenté de me priver de ma voix. 2 jours, ce n'est rien à l'échelle d'une vie, mais cela a suffi pour comprendre que si une femme ne défend pas elle-même son nom, il y aura toujours quelqu'un pour l'inscrire dans un faux dossier médical. Vers midi, une Bentley noire s'est arrêtée devant les portes de la clinique avec un crissement de pneus. Victor en est sorti d'un bond. Il n'avait ni bouquet, ni l'image d'un mari contrit, seulement un visage blême de rage et de panique. Il avait dormi tard avec son téléphone éteint et, en se réveillant, avait vu des dizaines d'appels manqués de Michel. Il a fait irruption dans le hall en criant « Où est ma femme ?» L'infirmière à l'accueil a déplacé son regard de lui au bouquet. Son visage s'est crispé. Victor a froncé les sourcils. Sa voix est devenue froide. « Que se passe-t-il » Appelez le docteur Michel. La jeune fille a dégluti et a répondu d'une voix tremblante. « Vous êtes arrivé trop tard. Ce matin, des avocats avec des gardes du corps ont fait irruption et l'ont emmené. » Au même moment, dans une clinique indépendante à Paris, une médecin nommée Larissa consignait les résultats de mes examens. Insomnie, stress intense et traces de légers sédatifs dans le sang. Pas mortel, mais suffisant pour ralentir les réactions. La médecin a photographié les bleus sur mes poignets et la marque du bracelet en plastique. « Tout cela ira au dossier », a-t-elle dit. « Non pas pour rouvrir les blessures, mais pour que votre douleur ait des preuves. » Après le départ de la médecin, Romain m'a conduite dans un petit bureau. Sur la table, il y avait un ordinateur portable, une imprimante,
des dossiers et un thermos de thé chaud au gingembre. L'avocat Pierre était assis en bout de table. À côté, une assistante triait des documents par couleur. Tout le monde s'est levé quand je suis entrée. Personne ne m'a regardé avec pitié ou curiosité. Romain m'a avancé une chaise et a posé devant moi une tablette avec un fichier vidéo ouvert. Enregistrement des caméras de la clinique de Bellevue. La veille du gala. À l'image, Victor, en chemise bleu foncé, entrait dans le bureau de Michel avec une mallette noire à la main. Mes mains sont devenues froides. C'était avant que je ne le gifle, avant que les reporters ne me filment, avant qu'ils ne me déclarent folle. Ce piège n'était donc pas le résultat d'une dispute accidentelle. Il était prêt à l'avance. Victor avait préparé la chambre, le médecin, le diagnostic, et attendait que je trébuche. Romain a lancé la vidéo suivante. Michel prend une enveloppe, puis les caméras enregistrent l'assistant de Victor descendant avec l'administrateur à l'accueil. Pierre m'a tendu un dossier jaune. Nous avons 3 blocs de preuves. Premièrement, les caméras. Deuxièmement, les virements financiers des comptes de l'entreprise de Victor vers les comptes de parents du médecin. Troisièmement, la détention illégale sans décision de justice. J'écoutais, essayant de tout mémoriser, mais mon cœur se serrait quand Pierre l'appelait Victor. Un nom qui avait été si proche sonnait maintenant sèchement dans des documents juridiques. Un mariage meurt vraiment non pas quand l'amour s'en va, mais quand le nom de votre mari apparaît dans la colonne « Personne soupçonnée de violation des droits ». J'ai demandé s'il avait déjà pris le contrôle de mes actifs. Pierre a regardé prudemment Romain. Pas encore, mais il a bloqué votre accès à la messagerie de l'entreprise, modifié les droits d'administrateur, préparé une demande d'expertise psychiatrique judiciaire et des brouillons de documents pour le transfert des droits de gestion de votre portefeuille d'actions. Légalement, ils sont nuls sans votre signature ou une décision de commission. Mais si vous étiez resté là encore quelques jours, et que la presse avait cru à votre folie, tout se serait compliqué. C'est seulement maintenant que j'ai compris pourquoi Romain était venu si vite. Il m'avait sauvé du point de non-retour. Sur la table se trouvait l'enveloppe scellée avec mon alliance. L'assistante a demandé si elle devait la mettre au coffre. J'ai secoué la tête. « S'il vous plaît, laissez-la parmi les pièces à conviction. » Romain n'a rien dit, m'a seulement regardé d'un air profond. Peu, être comprenait-il. En refusant de remettre l'alliance, j'enlevais une partie de mon passé. Mais on ne peut pas rayer 5 ans de sa vie d'un seul geste. L'homme avec qui j'avais partagé un loyer et rêvé d'avenir était maintenant devenu un ennemi. Je le détestais. Mais j'avais pitié de celle que j'étais, qui lui avait fait une confiance aveugle. Romain a posé devant moi une tasse de thé au gingembre. « Tu veux te reposer? Ou on regarde le reste ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé. Autrefois, j'aurais dit « Décide toi-même ». Mais après 2 jours où les gens s'étaient cachés derrière la sollicitude pour me priver de ma liberté de choix, je ne céderai plus ce droit à personne. « On regarde », ai-je répondu. « Je dois tout savoir. » Dans un autre enregistrement de caméra de la salle de conférence, provenant du système de sécurité que les hommes de Romain avaient piraté cette nuit-là, Victor était assis avec Mylène et l'avocat Laurent. Le son était faible, mais des bribes de phrases me transperçaient jusqu'à l'os. Mylène parlait de créer une image d'épouse folle. L'avocat, du droit de vote des actions d'une personne incapable juridiquement, et Victor se contentait de se taire et d'acquiescer. Une posture familière. Autrefois, dans ce même bureau, il se taisait aussi, réfléchissant à comment sauver l'entreprise. Maintenant, il réfléchissait à comment me détruire. J'ai demandé à établir une liste de témoins. J'ai d'abord inscrit Chloé, puis Anne Moreau, puis d'anciens employés et investisseurs à qui j'avais personnellement envoyé des documents sur le projet. Quand mon poignet a commencé à me faire mal, Romain m'a arrêté. Les avocats feront le reste. Mais c'est à toi de décider à quel point tu veux rendre cette guerre publique. En te montrant au grand jour, tu entendras beaucoup de saletés. J'ai souri amèrement. J'en ai déjà assez entendu. On m'a traité de folle hystérique. Et mon projet a été donné à une autre. Si je me tais, ce mensonge deviendra leur vérité. Je n'ai pas besoin que tu te venges pour moi. J'ai besoin que tu m'aides à sécuriser les preuves. Et je parlerai moi-même. Romain m'a regardé longuement. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Mais il a seulement dit « D'accord, je t'aiderai à sécuriser les preuves. » Un seul mot « d'accord » m'a redonné confiance, me transformant de victime en metteuse en scène de ma propre bataille. Pendant que j'analysais la chronologie, Victor entrait dans une fureur noire. Un enregistrement de la clinique envoyé par Chloé le montrait se précipitant dans ma chambre vide, jetant la couette, regardant dans les toilettes, comme si j'étais un objet qu'on lui avait volé.
Un bouquet de lits blancs gisait sur le sol. Le docteur Michel, pâle comme un linge, expliquait que l'équipe de Romain avait des motifs en béton. Victor lui a hurlé dessus. Pour un homme habitué à tout contrôler, la disparition d'une femme obéissante d'une cage fermée était une catastrophe. À la fin de l'enregistrement, Victor se tenait près de la fenêtre, dos à la caméra, téléphonant nerveusement à quelqu'un. Pierre a mis la vidéo en pause. Après cet appel, une connexion depuis un compte administrateur a été enregistrée dans le système de votre entreprise. L'assistante a posé sur la table les brouillons de documents récupérés. Sur la 3e page, sous le titre « Procuration pour le transfert des droits sociaux », figurait la signature « Elisabeth ». L'écriture était terriblement similaire à la mienne. Mes doigts sont devenus glacés. J'ai passé le reste de la nuit dans le bureau de Romain. Pierre classait calmement les papiers avec des post-it de couleur. Le lendemain, j'ai troqué la veste de Romain pour un tailleur pantalon bleu foncé préparé par son assistante. Le tissu était strict. La coupe parfaite faisait de moi une femme qui avait bien dormi et n'avait jamais séjourné dans une chambre blanche. Et seul moi savais que sous les longues manches se cachaient des bleus. Romain se tenait à la porte. « Tu es sûr de vouloir y aller aujourd'hui » a-t-il demandé. J'ai regardé dans le miroir mes yeux légèrement cernés et j'ai répondu « Sûr. Aujourd'hui, c'est la présentation de la famille numérique aux investisseurs. Si je ne viens pas, Victor effacera à jamais mon nom du projet. » L'événement se déroulait dans une grande salle de conférence du complexe de la Tour First. Victor se tenait près de la scène, discutant avec des investisseurs. Il n'avait plus l'air désemparé. Le masque de la bienséance était revenu en place. Mylène se tenait à côté, jouant le rôle de la partenaire idéale. Je suis entré dans la salle avec Romain et l'avocat Pierre. Le brouhaha des conversations s'est tu. Quelqu'un a reconnu Romain, puis moi. Leurs regards glissaient sur mon visage, mes poignets, ma démarche assurée. Victor s'est retourné. Son sourire s'est figé une fraction de seconde, mais il s'est vite repris. Descendant de la scène, il s'est approché et a dit avec une sollicitude parfaitement calibrée. « Elisabeth, sortons. Il y a trop de monde ici. C'est mauvais pour toi. » Pour toi, 2 mots imprégnés d'une fausse inquiétude, derrière lesquels se cachait une menace d'acier. Je n'ai pas bougé. Romain se tenait à côté, tel un mur de pierre, sans intervenir. J'ai répondu calmement. « Je suis venu à la présentation d'un projet auquel j'ai participé. Pour quelle raison devrais-je sortir ?» Le visage de Victor s'est assombri. Il s'est penché vers mon oreille. « N'oublie pas, ton dossier médical est toujours à la clinique. Un mot de ma part, et la presse pensera que tu as une autre crise. Tu as déjà fait assez de scandales. Ne te coupe pas toute issue de secours. » Je l'ai regardé comme un étranger. Il connaissait mes faiblesses et les utilisait comme des armes. J'ai répondu doucement. « Mes issues de secours ne sont plus entre tes mains. » Le présentateur sur scène annonçait déjà son discours. Romain m'a fait un signe de tête en direction du premier rang. J'ai acquiescé. Victor a commencé sa présentation, parlant des jeunes familles et de la gestion des dépenses. J'écoutais les graphiques et les idées. Des paragraphes entiers étaient copiés de mon premier concept. Mylène était assise sur le côté, me jetant des regards effrayés. Une personne à la conscience impure a surtout peur du silence de sa victime. J'ai touché la petite clé USB dans ma poche. Ce n'était pas encore le moment. Après 40 minutes, la session de questions-réponses a commencé. Un jeune journaliste a interrogé Victor sur le scandale avec son ex-femme. Victor a soupiré. « Je ne veux pas parler d'affaires personnelles. Elisabeth est une personne que j'ai aimée. S'il vous plaît, ne la jugez pas sur ces images où elle a perdu le contrôle. » Une réponse parfaite. Il ne m'a pas traité de folle directement, mais a semé le doute. Un grand investisseur s'est tourné vers Romain. « Monsieur Romain, êtes-vous ici en tant qu'investisseur ou à titre privé? Et qui est cette dame avec vous ?» Romain a pris le micro, mais m'a regardé. J'ai hoché la tête et j'ai pris le micro. Un silence de mort s'est fait dans la salle. On pouvait entendre le déclic des appareils photo et la respiration nerveuse de Victor. J'ai serré le micro de la main droite et j'ai posé la gauche sur le dossier des documents. Je m'appelle Elisabeth. Ma voix était légèrement rauque, mais claire. Je suis l'épouse légale de Victor et la co-auteure du projet La Famille Numérique. Il y a 2 jours, surprenant mon mari avec une autre femme, je lui ai donné une gifle. Je ne le nie pas, mais je proteste catégoriquement contre le fait qu'il a utilisé cette gifle pour me faire déclarer incapable juridiquement. Un murmure dans la salle. Victor est devenu blême. Mylène a enfoncé ses doigts dans les accoudoirs. Je ne les ai pas regardés longtemps. J'ai regardé les objectifs des caméras. Il prétend que je suis folle.
Dans ce cas, qu'il explique ceci. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé un enregistrement audio qui a été diffusé par le système de sonorisation de la salle. La voix de Victor a retenti, qu'elle reste là encore quelques jours, quand les médias se seront habitués à son image de folie. Puis la voix de Mylène sur la création d'une image d'hystérique et les mots de l'avocat sur l'éviction des actions. La salle a explosé. Mylène s'est levée d'un bond. Son visage est devenu blanc comme un linge. Les journalistes se sont précipités vers la scène, assaillant Victor de questions. Un investisseur a froncé les sourcils. « Victor, comment expliquez-vous cela ?» Victor a tenté de se justifier. « C'est un montage. Ma femme est instable. » Mais ces mots sont tombés dans le trou qu'il avait lui-même creusé. Je me tenais devant des dizaines de caméras, sentant mes ongles s'enfoncer dans mes paumes, mais ma voix résonnait avec assurance. « Vous dites que je suis folle. D'abord expliquez cet enregistrement. » L'enregistrement audio est devenu l'allumette jetée dans une pièce remplie de gaz. En quelques heures, les nouvelles sur Victor et la famille numérique ont inondé l'Internet français, les portails, les chaînes d'information. Les gens ont commencé à fouiller dans l'histoire de la clinique de Bellevue et à poser des questions sur la détention illégale. Le lendemain matin, Romain et Pierre ont organisé pour moi une interview contrôlée avec des journalistes indépendants. Quand la présentatrice a proposé de masquer mes bleus avec du fond de teint, j'ai refusé. Je ne voulais pas en faire un spectacle, mais je n'allais pas non plus les cacher. Ces bleus prouvaient que j'avais survécu. Dans l'interview, j'ai dit sans détour, la gifle était une erreur. Mais une erreur ne donne pas le droit de confisquer un téléphone, des documents, de priver de contact et de fabriquer un diagnostic psychiatrique. Si un mari trompe, il ne demande pas pardon, mais force tout le monde à douter de la raison de sa femme. Pendant la diffusion, Pierre a publié une copie des virements aux médecins et les enregistrements des caméras. Au même moment, le chaos régnait dans le bureau de Victor. Les avocats recevaient des demandes des investisseurs. Victor s'est enfermé dans son bureau. Son empire s'effondrait non pas à cause de la vengeance d'une femme, mais parce qu'il était construit sur le mensonge. Le docteur Michel se cachait des reporters, et l'infirmière Chloé a courageusement témoigné auprès des enquêteurs, confirmant que j'étais saine d'esprit. Le soir, je regardais l'interview dans le bureau de Romain. Il ne me réconfortait pas avec des mots vides. Il a juste posé à côté de moi du thé et des mouchoirs. Quand j'ai dit à l'écran « Je n'ai pas besoin de pitié, regardez les faits », Romain a légèrement hoché la tête. Il comprenait tout. Mylène a tenté de faire comme si de rien n'était et est allée faire du shopping aux Galeries Lafayette. Mais à la caisse, sa carte bancaire s'est avérée bloquée. Les clients autour chuchotaient, la reconnaissant comme « cette assistante ». Plus tard, un coursier lui a livré une enveloppe avec des impressions de ses messages à Victor où elle planifiait mon diagnostic ainsi que les factures de la campagne de dénigrement. Mylène, paniquée, a appelé Victor, mais il a seulement grogné. « Résous tes problèmes toi-même. Ne m'entraîne pas là-dedans. » Une relation qui a commencé par une trahison se désintègre instantanément dès que l'avantage disparaît. Je n'ai pas tout mis en ligne. Pierre a dit que les preuves suffisaient pour un procès et je ne voulais pas transformer cela en un spectacle sordide. Le lendemain, Victor m'a appelé. Je n'ai pas répondu pendant longtemps. Quand j'ai décroché, sa voix tremblait. « Elisabeth, rencontrons-nous. Ce n'est pas du tout comme tu le penses. Je ne voulais pas te faire de mal. J'avais juste peur que tu fasses capoter l'investissement. On ne regrette que lorsque la punition vous frappe vous-même. » J'ai répondu calmement. « Si tu veux qu'on se rencontre, viens, mais absolument avec un avocat. » Nous nous sommes rencontrés dans l'ancienne salle de conférence de son entreprise, là où j'avais autrefois dessiné des graphiques pour lui sur le tableau blanc pendant des nuits. Maintenant, j'étais assise en face de lui, et entre nous se trouvaient des documents. Victor avait maigri, ses yeux étaient cernés. Il a essayé de parler doucement. « Elisabeth, est-ce que tout doit se terminer comme ça ? J'ai fait une erreur avec Mylène, mais la clinique. Je voulais vraiment que tu te reposes, c'est tout. » J'ai posé sur la table un paquet de documents. À partir du moment où tu m'as enfermée, nous ne sommes plus mari et femme. Je suis venue ici pour te transmettre mes exigences. Non seulement le divorce pour faute exclusive, mais aussi le partage complet des biens communs par le tribunal et l'annulation de toutes les fausses procurations. Victor a regardé les papiers comme un verdict. Pierre a posé la photo de sa rencontre avec Michel avant le gala. L'avocat de Victor a tenté d'intervenir, mais Victor l'a arrêté. Il m'a regardé avec des yeux rougis. « Elisabeth, les investisseurs vont se retirer du projet. Si l'entreprise s'effondre, qu'est-ce que tu y gagneras ? Voilà le fond du problème. Seul l'argent et l'entreprise l'inquiétaient, pas ce que j'avais vécu.
J'ai répondu d'un ton froid. Si l'entreprise doit exister au prix du faux diagnostic d'une femme, alors qu'elle s'effondre. Victor a supplié de retirer la plainte au procureur, offrant des excuses publiques et la restitution des actions. Il parlait de préserver la dignité. Je me suis levée. Ma dignité n'est pas quelque chose que tu peux me rendre comme une aumône. J'ai déjà déposé plainte. Tu t'expliqueras au tribunal. Près de la porte, il a crié « Elisabeth, mais tu m'aimais !» Je ne me suis pas retournée. Je t'aimais. C'est pour ça que ça a fait si mal. Mais l'amour ne signifie pas que je te laisserai m'enterrer vivante. Dans les semaines qui ont suivi, la justice a fait son travail. La clinique a été inspectée, le docteur Michel a été suspendu et une procédure a été engagée contre lui. Anne Moreau, malgré sa faiblesse, a témoigné auprès des enquêteurs. Romain l'a amenée dans sa voiture. Elle a parlé du téléphone et de mes larmes dans les toilettes. Le témoignage d'une inconnue m'a sauvée des ténèbres. Mylène, tentant de fuir dans une autre ville, a reçu une convocation. Elle a tout avoué, essayant de se sauver. L'audience de divorce et de partage des biens a eu lieu 3 mois plus tard. Le matin était clair. Le soleil illuminait les marches du tribunal de Paris. Je portais un tailleur beige. Dans ma poche se trouvait la vieille carte de cafétéria que Romain m'avait rendue avant que je ne sorte de la voiture. Il était assis au dernier rang avec Pierre. La simple conscience de sa présence me donnait un calme incroyable. Victor avait l'air vieilli. Son avocat a tenté de prouver que l'isolement à la clinique était une mesure d'urgence, mais les faits, les virements financiers, les fausses signatures et les témoignages de Chloé et d'Anne Moreau ont réduit ce mensonge en poussière. Lorsqu'il a été annoncé que ma signature sur la procuration était contrefaite, Victor a baissé la tête. Mon tour est venu. Je me suis levée et j'ai dit d'une voix égale. J'ai été la femme de cet homme pendant 5 ans. J'ai mis mon argent et mon âme dans le projet La Famille Numérique. Le trouvant en flagrant délit d'adultère, j'ai commis l'erreur de le frapper. Mais pour cela, on m'a enfermée dans une clinique psychiatrique. On m'a privée de téléphone, de documents, d'alliances et de droits. Je ne demande pas la pitié du tribunal. Je demande de regarder les faits et de me rendre mon nom légitime. Je suis une épouse trompée et une cofondatrice, pas une patiente paranoïaque inventée par mon ancien partenaire. Le tribunal a fait droit à mes demandes. Notre mariage a été officiellement dissous avec un partage complet des actifs en ma faveur. Les fausses procurations ont été annulées, mes droits sur les actions restaurés. L'affaire pénale pour privation de liberté illégale et falsification de documents a été transmise aux autorités judiciaires. Je n'ai pas ressenti d'euphorie. La justice ne ressemble pas à un feu d'artifice. Elle ressemble à une porte lourde que vous ouvrez enfin, simplement pour reprendre votre souffle. En sortant du tribunal, on m'a rendu les pièces à conviction. Dans un sac transparent se trouvait mon alliance en argent. Je l'ai regardée et je me suis souvenu de notre appartement de location et de son sourire timide. On ne peut pas simplement effacer la moitié de sa mémoire, mais on ne peut pas non plus vivre dans le passé. Quelques mois plus tard, j'ai installé mon bureau dans un petit immeuble avec vue sur des lilas en fleurs. L'entreprise de Victor ne s'est pas effondrée immédiatement, mais a dû se restructurer. Les investisseurs sont partis, et mon projet a été retiré de sa direction. J'ai récupéré mes actions. Sur mon nouveau bureau, pas de plaque pompeuse, juste un petit cadre avec l'inscription. Chacun a le droit à la douleur, mais personne n'a le droit de faire de ta douleur ton crime. Romain est revenu dans ma vie très lentement et prudemment. Il n'offrait pas de magnifiques bouquets, ne prononçait pas de grands mots et n'essayait pas de m'acheter. Il m'emmenait simplement à mes examens de contrôle, envoyait du thé sucré au bureau et s'asseyait en silence à côté de moi. Un jour, je lui ai dit « Tu n'as pas besoin d'être si prudent. Je ne vais pas me briser. » Romain a répondu « Je sais, mais même ceux qui ne se brisent pas, il faut les tenir avec délicatesse. » À la fin de l'année, après le travail, Romain m'a invité dans la même vieille cafétéria près de l'école polytechnique. Des rénovations l'avaient changé, mais l'odeur du pain et les rires des étudiants étaient les mêmes. Il a commandé 2 déjeuners simples et un verre de thé noir sucré pour moi. J'ai ri. « Tu te souviens que je le bois avec du sucre ?» Il a souri. « J'étais ton débiteur. Je devais m'en souvenir. » Après le repas, il a sorti de sa poche la même carte de cafétéria en plastique, soigneusement plastifiée. Ma photo était à moitié effacée. « Tu l'as gardée tout ce temps ?» ai-je demandé, le cœur serré. Il l'a posée sur la table. « Quand j'étais au plus bas, je me suis promis de ne pas te rendre l'argent. Je voulais te rendre le sentiment que tu m'avais donné à l'époque. Le sentiment que tu mérites le respect, même dans les moments les plus difficiles. » Le soleil illuminait la cour de l'université.
Une lumière dorée tombait sur les vieux bouleaux. J'ai compris que toutes les choses du passé ne nous tirent pas vers le bas. Certaines nous rappellent qu'il existe de la bonté dans le monde. J'ai pris la carte et j'allais dire de la garder en souvenir. Mais Romain l'a doucement poussée vers moi. À l'époque, tu m'as offert un déjeuner. Maintenant, offre-moi une chance de rester à tes côtés. Est-ce que je peux? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé la vieille carte, le thé chaud, et l'homme qui avait parcouru un chemin immense pour se retrouver à côté de moi, juste au moment où j'en avais besoin. L'amour après la trahison demande du temps. Mais je savais que cet homme ne déciderait pas pour moi. Il serait simplement là. J'ai souri. J'ai mis la carte dans mon sac à main et j'ai légèrement hoché la tête. Dehors, le vent agitait doucement les branches des bouleaux. Mon âme était incroyablement légère. Finalement, on peut parfois attendre la justice et les bonnes personnes, mais si on a le courage de continuer à vivre, l'aube viendra certainement.